Ben Bradley est un snowboarder de 28 ans passionné par la montagne et ne vivant que pour l'aventure, le plein air et évidemment le snowboard. En 2006, il va partir en stop pour aller rejoindre ses amis à la montagne pour fêter ses 29 ans. Mais malheureusement, il n'arrivera jamais sur place. Tout le monde le pensera alors victime d'un malheureux accident jusqu'à ce que son corps soit retrouvé et que la triste vérité éclate. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Ben Bradley, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire qui n'est pas réellement résolue, bien qu'on sait quand même en gros ce qui s'est passé, mais cette histoire, je le sais, est extrêmement frustrante. Malgré tout, vous allez voir, elle est assez dingue, elle est très intéressante et c'est pour ça que j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui sur cette chaîne. Sinon, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste et mystérieuse histoire. Ben Bradley était un homme de 28 ans ayant grandi aux États-Unis dans l'état de la Californie avec ses parents Mary et Ken Bradley ainsi que sa sœur. Il faut savoir que dès son plus jeune âge, Ben s'est pris d'amour pour la montagne. Il savait que c'était le genre d'endroit où il se sentait bien et très vite, il a commencé à faire du snowboard. D'ailleurs, lorsqu'il a eu 21 ans, Ben a décidé de quitter sa vie paisible en Californie et a emménagé seul dans l'état du Colorado, dans la ville de Winter Park, une petite ville située dans les montagnes rocheuses. Son but était évidemment de vivre près des pistes de snowboard. Là-bas, sa vie était en soi assez simple. Il dormait, il mangeait, il faisait du snowboard. Il vivait grâce à des petits boulots qu'il faisait hors saison, mais mis à part ça, sa vie tournait vraiment autour du snowboard qui était en soi sa raison de vivre. Mais plongeons-nous dans le mois de juin 2006. À cette époque de l'année, Ben avait décidé de faire un grand voyage et de se rendre à son endroit préféré dans le monde, qui était la ville de Jackson Hole dans l'état du Wyoming, une ville qui était assez connue pour ses sports d'hiver. D'ailleurs, Ben avait prévu d'aller sur place célébrer son 29e anniversaire avec des amis qui eux aussi aimaient beaucoup la montagne. C'était pour lui vraiment la meilleure façon de passer le cap des 29 ans, être avec ses amis, être à la montagne et faire du snowboard. Pour se rendre dans la ville de Jackson Hole, Ben avait décidé de faire du stop. Il en faisait assez régulièrement pour se déplacer et le fait que ce soit une grande distance à parcourir lui faisait pas vraiment peur. Donc voilà, son voyage va commencer et tout a semblé très bien se passer. On sait que Ben est arrivé jusqu'à la ville de Rock Springs dans le Wyoming, ville qui se situait à peu près à la moitié de son chemin. D'ailleurs, quand il est arrivé à Rock Springs, qu'il est descendu de la voiture de la personne qui l'avait pris en stop, il a décidé d'appeler ses parents. Il avait sur lui un téléphone portable. Le problème, c'est que quand il a appelé, ses parents étaient eux aussi en route. Ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas de réseau, donc il n'a pas vraiment réussi à les joindre. Malgré tout, il aura quand même laissé un message sur le répondeur pour dire qu'il était bien arrivé à mi-chemin et qu'il allait reprendre la route un petit peu plus tard. Mais voilà, après ça, les jours vont passer et c'est vrai que les parents de Ben vont tout doucement commencer à se dire que leur fils ne leur donnait pas beaucoup de nouvelles, pour ne pas dire aucune. Mais bon, ils savaient quand même que Ben était quelqu'un de très débrouillard, donc ils se sont pas vraiment inquiétés directement. Le père de Ben dira d'ailleurs: il était du genre à aller au bord de la route dans la forêt, il ouvrait son sac et dormait. C'était loin d'être quelque chose qu'il n'avait pas déjà fait avant. Je l'ai connu partir à l'aventure parfois pendant 4 jours et camper simplement dans la nature. Donc clairement, ses parents savaient de quoi il était capable et grâce à ça, ça faisait qu'ils n'étaient pas très inquiets. Mais voilà, en parallèle, les amis de Ben vont arriver dans la ville de Jackson Hole et c'est vrai qu'ils vont être assez surpris d'arriver avant Ben. Ils vont alors l'attendre une journée, puis 2 journées. Ils vont aussi essayer de l'appeler sur son téléphone portable, mais ils n'arrivaient pas à le joindre et c'est vrai que ça les inquiétait quand même de plus en plus. Au bout d'un moment, ses amis vont alors prendre la décision d'appeler les parents de Ben, histoire de les avertir qu'il n'était toujours pas arrivé. À partir de là, tout le monde a commencé à un petit peu paniquer parce que c'était clairement pas dans les habitudes de Ben de louper un moment en montagne avec ses amis et encore moins le jour de son anniversaire. Suite à ça, les parents de Ben vont alors décider de prendre l'avion et de se rendre dans la ville de Rock Springs, qui était donc le dernier endroit connu où Ben s'était rendu, vu qu'il avait appelé ses
parents de là-bas. C'était, rappelez-vous, la ville qui se trouvait à mi-chemin entre Winter Park, donc là où Ben habitait, et Jackson Hole, donc là où il devait rejoindre ses amis. Donc voilà, une fois arrivés à Rock Spring, les parents de Ben vont se lancer dans une grande recherche à travers les espaces vastes pour essayer de retrouver leur fils ou même des indices leur permettant de comprendre ce qui lui était arrivé. Ils ont également imprimé et distribué des photos de Ben aux habitants de la ville, mais comme personne ne semblait l'avoir vu et qu'il ne semblait pas être dans le coin, ses parents ont décidé de se rendre à Jackson Hole et ont donc rejoint les amis de Ben. Sur place, ils ont à nouveau distribué la photo de Ben aux habitants de la ville, ils ont organisé des battues en montagne avec certains volontaires, ils ont même publié la photo de Ben sur un site web qui répertoriait toutes les personnes disparues dans les environs, mais même avec tout ça, eh bien, ils n'avaient aucun indice sur où il pourrait être. Entre-temps, évidemment, la police a été prévenue, des recherches à plus grand niveau ont eu lieu, mais même avec ça, Ben restait introuvable et petit à petit, il a donc été répertorié comme personne disparue et la théorie principale était qu'il serait tombé quelque part ou qu'il se soit perdu et puis que finalement il soit mort de froid, de faim ou de soif. En tout cas, ce que les enquêteurs se disaient, ce que les autorités se disaient, c'était que oui, il avait disparu, sans doute malheureusement qu'il était décédé, mais sans doute qu'il avait été victime d'un accident. Personne ne parlait d'un acte criminel. Par la suite, 3 longs mois sont alors passés. Et puis, un jour, un homme qui s'appelle Tommy Bowman va se rendre au commissariat de police et va leur donner un sac à dos qu'il va identifier comme étant celui de Ben. Tommy va alors expliquer qu'il avait trouvé ce sac un petit peu après la disparition de Ben. Il dira qu'il l'avait trouvé en train de flotter dans une rivière à environ 100 km au sud de la ville de Rock Spring, donc la ville à mi-chemin où Ben avait donné son dernier signe de vie. Bon, là c'est pas très clair, mais Tommy Bowman va expliquer à la police que récemment il avait vu des affiches dans la rue, dans la région, disant qu'un certain Ben Bradley avait disparu. Il dira alors que sur les affiches, sur les photos qu'il avait vues de lui, il avait reconnu son sac à dos qu'il avait justement repêché un peu avant et qu'il avait gardé chez lui pour une raison ou l'autre. En fait, ce que les enquêteurs vont se demander, c'est pourquoi est-ce que Tommy avait repêché ce sac dans la rivière, pourquoi est-ce qu'il l'avait gardé chez lui et pourquoi est-ce que aussi longtemps plus tard, soit 3 mois après les faits, il avait été voir la police pour dire « Ah, le sac à dos que j'ai retrouvé, en fait, il appartient à une personne disparue. » En soi, c'est une possibilité que ce ne soit pas spécialement suspect, que Tommy n'ait rien à voir là-dedans, mais quand même, il y a un enchaînement d'événements qui font que Tommy devient un petit peu suspect. Mais en tout cas, à part ça, le fait que le sac de Ben ait été retrouvé laissait à présent peu d'espoir au fait qu'il soit toujours en vie. D'ailleurs, à l'intérieur de son sac, on va retrouver pas mal d'effets personnels qui lui appartenaient, dont son permis de conduire, ce qui permet de vraiment être sûr qu'il s'agissait bel et bien de son sac. Ensuite, les choses vont aller très vite parce que 2 jours plus tard, soit le 1er octobre 2006, les parents de Ben vont recevoir un appel qui va les marquer pour le restant de leur vie. Leur fils Ben avait été retrouvé décédé, mais pire encore, et à présent on en était sûr, il avait été assassiné. En fait, à la suite de la découverte du sac de Ben, la police avait repris les recherches sur le terrain et avait fini par retrouver le corps de Ben abandonné dans un endroit assez isolé, près d'un monument qui s'appelle le Boar's Tusk et qui est un vestige d'un ancien volcan dans la ville de Rock Springs. Lorsqu'ils ont retrouvé le corps de Ben, les enquêteurs ont également retrouvé sa carte d'identité ainsi que son téléphone portable et plusieurs centaines de dollars qui ne lui avaient donc pas été dérobés et donc ça faisait que le mobile du crime ne devait pas être le vol. Pour ce qui est du corps de Ben, le médecin légiste notera qu'il avait reçu un très gros coup sur la tête, mais surtout il avait reçu énormément de coups de couteau, tellement qu'il serait décédé des suites de ces hémorragies. À partir de là, l'affaire de la disparition de Ben va devenir une affaire d'homicide. Et là, les enquêteurs vont alors tenter de créer une première liste de suspects et évidemment, vous pouvez vous en douter, le premier nom tout en haut de cette liste sera celui de Tommy Bowman, donc l'homme qui avait par hasard retrouvé le sac de Ben dans une rivière. Les enquêteurs vont alors lui faire passer le test du polygraphe et il le réussira assez bien. Mais bon, les policiers vont tout de même continuer à le surveiller
surveiller de près et d'ailleurs ils noteront que Tommy avait toujours accepté énormément d'interviews des journalistes et avait aimé se mettre en avant dans toute cette histoire. Clairement, il essayait de mettre en avant le fait que oui, il avait retrouvé le sac de Ben, que oui, c'était une sorte de sauveur, que c'est grâce à lui que cette affaire avait pu avancer et il a même accepté une interview sur la chaîne de télé nationale. Dans cette entrevue à la télé, Ben dira d'ailleurs: « C'était en juin, j'étais en jet ski avec ma meilleure amie Tinéa et je suis tombée sur cet objet flottant dans l'eau depuis l'une des plages principales. » Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les enquêteurs le suivaient de près, ils ont écouté cette entrevue à la télé et c'est là qu'ils se sont dit que ça ne concordait pas, que ce qu'il disait devant les journalistes n'était pas la même chose que ce qu'il avait dit en interrogatoire avec les policiers. D'ailleurs, les enquêteurs vont écouter cette phrase que je vous ai lue où Tommy explique que lorsqu'il a retrouvé le sac à dos de Ben, il était accompagné de sa meilleure amie Timéa. Ça va alors pas mal perturber les enquêteurs parce qu'en interrogatoire, Tommy avait insisté sur le fait que lorsqu'il avait retrouvé ce sac à dos, eh bien, il était absolument seul. Les enquêteurs vont alors retrouver cette Tinéa, qui était donc soi-disant la meilleure amie de Tommy, et là, ils vont lui demander si elle était effectivement présente lorsque Tommy a retrouvé le sac à dos de Ben. Et Tinéa va simplement leur dire que non, elle n'était pas là et que d'ailleurs lorsqu'elle a entendu son nom à la télé, elle n'a pas trop compris pourquoi est-ce que son ami Tommy l'avait mentionné. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement étrange et les enquêteurs vont encore plus suspecter Tommy. Par contre, au même moment, un autre suspect va émerger dans cette enquête. En fait, à ce moment-là, un certain Eric Cohn venait de se faire incarcérer dans une prison située à Saint-Louis, dans l'État du Missouri. Son emprisonnement n'avait rien à voir avec le meurtre de Ben, mais lors de son interrogatoire, Eric va se mettre à parler lui-même de Ben Bradley. Il va d'ailleurs donner plusieurs détails sur le meurtre de Ben, détails qui n'avaient encore jamais été divulgué par les autorités. En fait, Eric n'a jamais revendiqué avoir tué Ben Bradley. Par contre, il va pas vraiment cacher le fait qu'il connaissait plusieurs détails liés à sa mort. Avec ça, la police va donc essayer de savoir où se trouvait Eric Cohn au moment du meurtre de Ben. Et justement, selon plusieurs témoins, eh bien, Eric se trouvait dans la région de Rock Springs au moment des faits. Donc avec cette information, les autorités sont restées persuadées que Eric était derrière la mort de Ben. Malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup d'indices, pas beaucoup de preuves qui pouvaient clairement prouver son implication dans ce meurtre. Mais encore quelques temps plus tard, Eric Cohn a décidé de passer aux aveux. Lors d'un interrogatoire, il va alors expliquer aux enquêteurs qu'un soir du mois de juin, lui et deux autres hommes, dont il ne divulguera pas l'identité, avaient passé de longues heures dehors à faire la fête. À un moment donné, ils étaient alors tombés sur Ben, qui se baladait seul dehors en pleine nuit, et pour s'amuser, l'un de ses amis a décidé de lui donner un gros coup à la tête avec le manche de sa hache. Ensuite, Eric expliquera que son autre ami avait sorti un couteau et s'était mis à poignarder Ben encore et encore. Donc là, c'est assez dingue parce que Eric explique que oui, il était là au moment du meurtre de Ben. Il dira que c'est ses deux amis qui ont décidé de l'assassiner, mais que lui n'a pas vraiment fait quelque chose dans cette histoire. Simplement, il était présent et il n'a pas arrêté ses amis. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a avoué? Et s'il a avoué, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas donner l'identité de ses deux amis en question? Donc suite à ça, la police va clairement douter de l'existence de ces deux amis et simplement les enquêteurs vont se dire que Eric était le seul responsable de la mort de Ben Bradley et il sera donc accusé de meurtre au premier degré. Une fois accusé, Eric va alors dire que ses amis existaient bel et bien et là, il va en nommer l'un d'entre eux. Il dira alors qu'il s'agissait de Tommy Bowman, donc rappelez-vous l'homme qui avait trouvé entre guillemets le sac à dos de Ben et qui depuis se vantait un peu partout à la télé. Suite à ça, Tommy Bowman sera alors arrêté et accusé de complicité d'homicide. Mais là, les choses ne s'arrêtent toujours pas là. Les enquêteurs vont essayer d'interroger les proches des deux accusés et rapidement, on va leur faire comprendre que deux autres personnes pourraient être complices et liées au meurtre de Ben Bradley. Il s'agissait en fait de deux autres personnes vivant dans la ville. Un certain Tracy Warren et son colocataire Chris Dove. Selon les témoignages, Tracy aurait en fait rencontré Ben la nuit avant sa mort et aurait passé du temps avec lui. Bon, malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comme personne n'a jamais rien avoué, mais selon les autorités, voilà
à peu près ce qui aurait pu se passer. Ben serait donc arrivé dans la ville de Rock Springs et aurait commencé à camper. Là, il aurait fait par hasard la connaissance de Tracy Warren. Ils auraient alors discuté tous les deux et puis Chris Dove, qui était donc le colocataire de Tracy, serait venu pour les rejoindre. Mais là, on peut donc imaginer que Chris ne serait pas arrivé seul. Il aurait alors été accompagné de deux de ses amis, c'est-à-dire Eric Cohn et Tommy Bowman. La suite, on la connaît pas vraiment, mais les enquêteurs imaginent que pour une raison ou une autre, Tommy et Eric auraient alors décidé d'assassiner Ben en le poignardant à multiples reprises. Si on suit cette théorie, la police n'a donc pas inculpé Tracy et Chris, car selon eux, ils ne seraient pas responsables de la mort de Ben. Sans doute qu'ils étaient là, sans doute qu'ils ont vu quelque chose, sans doute qu'ils savaient quelque chose, mais selon les enquêteurs, ce n'est pas eux qui ont tué Ben et donc ils ne les ont jamais inculpés. Par contre, le procès de Eric Cohn et Tommy Bowman, lui, va être maintenu. Tout se mettait alors en place, les autorités étaient assez convaincues que les deux allaient être reconnus coupables, mais 4 jours avant leur procès, Eric va faire une déclaration qui va tout changer. Eric Cohn va déclarer à son avocat qu'il avait en réalité un alibi en béton qui faisait qu'il ne pourrait jamais plus être accusé du meurtre de Ben Bradley. Selon lui, le 2 juin, donc le jour approximatif où Ben aurait été assassiné, il n'était pas à Rock Springs, mais plutôt en Californie, en détention dans une prison de Los Angeles. Si c'était effectivement le cas, Eric Cohn ne pourrait donc plus être accusé du meurtre au premier degré de Ben. Ce qui est vraiment totalement dingue, c'est que suite à cette déclaration, le procès de Eric Cohn ainsi que celui de Tommy Bowman vont être annulés et un des policiers prendra la parole en disant: Nous avons regardé en arrière et examiné les dossiers de prison, de probation et de libération conditionnelle dans le comté de Los Angeles et c'est exact. Eric Cohn avait donc bel et bien un alibi. Les parents de Ben, de leur côté, vont rester extrêmement sceptiques par rapport à cet alibi. Le corps de Ben avait été retrouvé des mois après son meurtre et donc c'était presque impossible de pouvoir dater avec précision le moment de sa mort. Selon eux, Eric Cohn aurait très bien pu commettre le meurtre et puis aller à Los Angeles 1 ou 2 jours plus tard. En fait, selon les parents de Ben, le fait que Eric n'ait pas donné cet alibi plus tôt pourrait prouver qu'il n'avait pas pensé que cette incarcération pourrait lui servir d'alibi. Peut-être que ce serait simplement en décortiquant les écrits du médecin légiste qu'il aurait vu que la date approximative de la mort de Ben était le 2 juin et que c'est là qu'il se serait dit: oh justement, j'ai un alibi pour ce jour-là, donc ça tombe bien. Mais bon, malheureusement, même si les autorités restaient eux aussi perplexes avec ce nouvel alibi, ils n'avaient plus assez de preuves à l'encontre d'Eric Cohn, mais plus assez non plus à l'encontre de Tommy Bowman, et donc finalement, ils ont tous les deux été libérés et toutes les charges à leur encontre ont été abandonnées. Au final, les années sont passées et même si les enquêteurs ont vraiment essayé de collecter un maximum de preuves à l'encontre d'Eric Cohn, de Tommy Bowman, mais aussi également à l'encontre de Tracy Warren et Chris Dove, ils se sont toujours retrouvés face à un mur. L'émission Crime Watch Daily a fait un reportage sur cette affaire il y a quelques années et ils ont alors tenté de contacter les 4 suspects, mais c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient à présent tous en prison pour d'autres crimes qu'ils avaient connus, tous à l'exception de Tommy Bowman. Les journalistes de l'émission ont d'ailleurs essayé de le contacter, mais Tommy ne leur a jamais répondu. Bizarrement, avant, il aimait beaucoup parler dans les médias et se faire remarquer, mais maintenant, il essaye réellement de se faire tout petit et de se faire oublier. En tout cas, aujourd'hui, les autorités espèrent toujours que quelqu'un parle. Les 4 suspects avaient beaucoup d'amis, beaucoup de familles dans la région, et donc, évidemment, les enquêteurs se disent que quelqu'un doit être au courant de quelque chose, quelqu'un doit avoir la preuve ultime, l'indice qui mènerait à une arrestation des 4 accusés, à une arrestation des 4 suspects. Mais malheureusement, c'est pas encore le cas, personne ne se décide à parler pour le moment, mais peut-être que ça arrivera, en tout cas on l'espère. Aujourd'hui, l'affaire est toujours ouverte et la police recherche activement le snowboard que Ben avait avec lui au moment de son meurtre.
C'était un snowboard qu'il avait payé 1000 $ et qu'il avait fait faire sur mesure. Sa planche était personnalisée avec les propres graphiques qu'il avait choisis. C'était donc une planche qui était totalement unique et la police se dit que si on retrouve la planche, eh bien c'est fort possible qu'on retrouve le meurtrier. D'ailleurs, la police du comté de Sweetwater avait une piste pour essayer de la retrouver. Un beau jour, le frère de Tracy, Warren, avait appelé la police et avait déclaré que le snowboard se trouvait à l'intérieur de l'appartement que Tracy et Chris partageaient. Les enquêteurs avaient alors interrogé les autres frères et sœurs de Tracy, ils avaient interrogé ses parents et tous avaient dit qu'ils avaient vraiment l'impression d'avoir vu le snowboard dans le salon de l'appartement de Chris et Tracy. Vous allez vous dire qu'une fouille a sans doute eu lieu, mais non, pas du tout, parce que les enquêteurs devaient suivre beaucoup de procédures et malheureusement, les choses ont fait qu'ils n'ont jamais pu fouiller l'appartement de Tracy et Chris. En fait, c'est vraiment triste et frustrant, mais c'est ici que s'arrête l'histoire, parce que à cause de toutes ces procédures, il y a beaucoup de fouilles, beaucoup d'interrogatoires qui n'ont pas pu être faits et les enquêteurs le savent, ils sont bloqués par tout ça, bloqués par toutes ces règles mises en place. Ils les respectent, c'est des règles importantes, mais malheureusement dans cette histoire, ça crée une situation extrêmement frustrante. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous pensez réellement que Tommy et Eric sont responsables du meurtre de Ben, si pour vous ils ont été aidés ou non par Chris et Tracy. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!